Venons-en à présent aux questions de stratégie patrimoniale. C'est un des rendez-vous du vendredi de l'émission Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Aurélie Alamijon qui est avec nous en plateau, je le rappelle, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Le sujet du jour, c'est la cession du patrimoine professionnel, un sujet récurrent qu'on traite avec vous, entre autres. L'idée d'apporter quelques clés, quelques grandes optiques peut-être quand un dirigeant, un chef de famille se prépare ou envisage de se préparer à céder son patrimoine professionnel. Comme très souvent quand on parle de stratégie patrimoniale, il y a un mot-clé qui est celui de l'anticipation, qui revient à chaque fois, avec chaque ingénieur patrimonial avec qui je discute, c'est le premier message qui est envoyé. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai, on parle beaucoup de transmission en ce moment, notamment à la faveur du débat autour de l'élection présidentielle. L'entreprise, alors généralement, ce sont des sociétés, des entreprises constituées sous forme de sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés. C'est un actif que l'on peut transmettre, effectivement. Mais même si ça fait partie finalement du patrimoine global, eh bien c'est un actif dont la transmission suppose quand même une expertise juridique et fiscale, notamment spécifique, particulière. Et pour mener à bien, vous avez tout à fait raison, cette expertise, eh bien il faut pouvoir anticiper. Sachant qu'anticiper, c'est pas forcément passer à l'acte tout de suite, mais c'est au moins poser les bases d'un raisonnement, d'une réflexion sur le sort de son entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Évidemment, en fonction de la situation de chacun. C'est pas la même chose de réfléchir à cette question à 45 ans qu'à 65. Mais vous dites qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir, quand bien même les plans qu'on prévoit au départ évoluent par la suite. C'est jamais du temps perdu. C'est jamais du temps perdu. Alors, si vous voulez, quand on parle de transmission, en fait, c'est un terme global qui peut viser deux situations. Et elles peuvent aussi se mixer. On peut viser tout d'abord la vente pure et simple de l'entreprise. On parle de cession, de transmission à titre onéreux. Donc, la vente, c'est je transfère la propriété de l'outil professionnel et je reçois en contrepartie des liquidités. Et puis, on peut aussi avoir une optique de vouloir transmettre ce qu'on appelle à titre gratuit, par donation, son entreprise au profit de ses enfants, parce qu'on pourrait avoir par exemple parmi l'un d'eux, un d'eux qui a vocation à reprendre la direction de celle-ci dans quelques années. Pourquoi pas ? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, effectivement, des grandes situations. Si, effectivement, je suis dans la logique de cession, de vente de mon entreprise, là, quelles sont les grandes clés qu'il faut avoir en tête ? Souvent, en fait, on rencontre fréquemment des personnes qui se disent « je vais vendre mon entreprise ». Et puis, finalement, après avoir donc vécu cette aventure, je vais provisionner les sommes qui seront dues au paiement de l'impôt global sur la plus-value, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et éventuellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et je vais donner une fraction des liquidités à mes enfants, voire à mes petits-enfants, ce qui va générer aussi des droits de donation. Donc là, ça serait à la limite la situation type d'une cession qui ne serait pas préparée, qui n'aurait pas été anticipée. Parce que si on a un petit peu de temps devant soi, et donc mieux vaut se placer en amont, on peut intervertir la chronologie de ces opérations, commencer par donner une fraction du capital de la société à ses enfants, ce qui va générer éventuellement des droits de donation. Et ensuite, les enfants vendront aux côtés du dirigeant, qui aura conservé les autres titres, leur titre en question. La donation au plan fiscal, si encore une fois elle aura généré des droits de donation, aura eu aussi pour effet de revaloriser le prix de revient des titres, pour les enfants notamment. Donc, si finalement l'entreprise est cédée dans un laps de temps relativement proche de l'opération de donation, eh bien, au niveau des enfants, il ne devrait pas y avoir de base taxable en termes d'impôt sur la plus-value, parce qu'on devra avoir un prix de vente proche de la valeur retenue pour le calcul des droits de donation. Donc, ce faisant, en respectant cette chronologie-là et en respectant bien évidemment des précautions, parce qu'il faut impérativement que la donation ait lieu avant la vente, et donc avant juridiquement le transfert de propriété lié à la vente. Et il faut aussi évidemment que cette donation soit sincère, qu'elle s'inscrive vraiment dans une démarche d'anticipation de la transmission de son patrimoine, et que concrètement,
après la vente, le dirigeant ne récupère pas directement ou indirectement, plus subtilement, ce qu'il a transmis au profit de ses enfants. Je comprends. Et cette vraiment... inversion de la chronologie, c'est cette chronologie que vous proposez, elle est beaucoup plus favorable fiscalement sur le plan patrimonial pour, exactement, parce que finalement, les intéressés. On a abouti à transmettre finalement un patrimoine aux enfants qui ensuite va être liquide. Une fois la cession opérée, on aura effectivement acquitté des droits de donation selon les cas, et on aura derrière effectivement amélioré le coût au regard de l'impôt sur le revenu. Et justement, dans cette chronologie, la donation d'une fraction de son entreprise en amont, elle se fait à partir du moment où j'ai décidé de vendre, où j'ai même peut-être déjà un acquéreur potentiel pour mon entreprise, ou est-ce qu'elle peut se faire indépendamment, encore une fois, de l'idée d'une vente immédiate de l'entreprise? Alors, il ne faut pas, si on est dans cette optique-là, effectivement, il ne faut pas donner trop tôt, ni trop tard. Ni trop tard. Et c'est justement toute cette expertise subtile qu'il va falloir conduire en lien avec ses partenaires conseils, banquiers, ingénieurs patrimonial, aussi notaires, avocats fiscalistes, pour justement positionner toutes ces opérations de façon millimétrée dans le laps de temps qui précède la vente de l'entreprise. Quand on est dans le cadre de ce que vous appelez un groupe de sociétés, c'est-à-dire plusieurs entreprises regroupées sous une holding de tête, par exemple. Est-ce que ce schéma s'applique de la même manière? Est-ce qu'il est aussi favorable? On va raisonner de façon complètement différente. Là, le cas que nous venons d'évoquer, c'est effectivement, là, je dirais, le cas le plus... dirigeant qui a... un dirigeant qui détient en fait les titres de l'entreprise qu'il va vendre, qui a une activité, par exemple, industrielle ou commerciale. Effectivement, on voit beaucoup de sociétés opérationnelles, industrielles et commerciales, qui sont détenus par des sociétés holding qui gèrent un certain nombre de participations. Et donc, dans ce cas de figure-là, il est très fréquent, et ça obéit à des stratégies et des réflexes complètement différents, que ce soit la société holding qui vendent les structures opérationnelles et pas nécessairement le dirigeant personne physique. Donc là, en fait, cette opération de vente par la personne morale holding à l'impôt sur les sociétés de ces structures opérationnelles va déclencher une logique d'impôt sur les sociétés, de taxation de la plus-value en matière d'impôt sur les sociétés, dans un contexte qui peut être aussi très intéressant parce que si les titres de la société opérationnelle vendus par la société holding constituent au plan fiscal des titres de participation, la plus-value qui va être dégagée à cette occasion sera faiblement taxée en matière d'impôt sur les sociétés, de l'ordre de 3%, parce qu'on va avoir la conjugaison en fait d'une assiette taxable limitée et d'un taux d'impôt sur les sociétés qui est quand même favorable. En 2022, il est de 25%. Donc, mais là, on est dans une optique complètement différente et il ne s'agit pas du tout de donner les titres de la holding puisque ce n'est pas elle qui est vendue. C'est la holding, encore une fois, qui vend les titres d'une société opérationnelle. Tout dépend de la structure, effectivement, de détention de l'entreprise qu'il y a. Et ça veut donc dire que, si on va plus loin, ça veut donc dire que quand on réfléchit globalement, finalement, à la cession de son entreprise, il faut se dire qu'est-ce que je vais vendre et en fonction de ça, quelle stratégie adopter. Oui, parce que effectivement, pour le vendeur, enfin le ou la chef de famille, effectivement, il y a la question de savoir comment je vis ensuite d'une certaine manière. Exactement. C'est pas une petite question. Et le calibrage de ce que l'on donne, en fait, donc de ce qui sort de son patrimoine, dépendra aussi des besoins que l'on a dès après la cession, de ses projets, financement de train de vie et puis autres projets. Donc il faut vraiment anticiper tout ça. C'est vraiment le maître mot. Si je n'ai pas encore de projet de cession en tête, est-ce qu'il y a quand même des choses à faire, Aurélie? Bien sûr. On peut tout à fait anticiper, et c'est notamment donc dans la sphère de ce que l'on appelle le dispositif du trait, dont je pense que vous avez beaucoup entendu parler aussi. C'est un mécanisme qui, en fait, vise à favoriser les transmissions par donation, mais aussi par succession au plan fiscal, puisque, en fait, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions, et notamment des engagements de conservation des titres, le calcul des droits de donation ou des droits de succession ne se fait que sur le quart de la valeur vénale de l'entreprise qui est transmise. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'une exonération d'assiette de 75%. Donc c'est un dispositif très puissant, alors qui nécessite, on est dans une philosophie là complètement différente de ce que l'on vient de voir, parce que pour pouvoir bénéficier de cet abattement au moment où la transmission, en l'occurrence par donation, est opérée, il faut prendre des engagements de conservation. Il faut conserver au moins dans un dispositif du trade dit classique, avec un engagement de conservation préalable, il faut conserver au moins pendant 6 ans les titres qui sont l'objet en fait de cet engagement. Donc,
Quand on est dans ce dispositif-là, évidemment, si on a un projet dans les 3 mois de cession, il ne faut pas s'insérer dans ce mécanisme-là. Ce n'est pas celui-là qu'on va chercher. En revanche, si la cession n'est pas à l'ordre du jour, oui, bien sûr, et que voilà, c'est bien de pouvoir réfléchir, à la limite de commencer à transmettre en bénéficiant de ce dispositif pour se laisser le nombre d'années suffisantes pour mener à bien et respecter ses engagements de conservation. Et vous dites, c'est important de le rappeler, derrière ces dispositifs du trail, il y a aussi une dimension de prévoyance en cas d'accident de vie, de décès. C'est aussi un outil de prévoyance. D'où l'utilité, même s'il n'y a pas de cession prévue dans les années à venir, d'où l'utilité de se pencher sur cette Exactement. question. Et même si on ne donne pas, encore une fois, anticiper, c'est pas forcément passer à l'acte. Donc on peut mettre en place un dispositif du trail, même si on ne donne pas tout de suite la quote-part de titre qu'il faut, eh bien on peut quand même le mettre en place au cas où il arriverait malheureusement un décès, une disparition prématurée. On serait déjà dans le cadre d'un dispositif apte à minorer, en fait, à diminuer le frottement fiscal en matière de droit de succession, cette fois-ci. Merci beaucoup Aurélie d'être venue nous éclairer sur ces questions de transmission et de cession du patrimoine professionnel. Aurélie Alamigeon qui était avec nous, invitée de la mi-journée de Smart Bourse ce vendredi, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons tout à l'heure bien sûr en direct à partir de 17h pour 1 heure sur Bismart.